1954, la guerre d'Algérie éclate, un conflit de 8 ans qui va complètement redessiner la carte du monde. Mais la vraie question, c'est comment une simple poignée de militants a-t-elle pu construire une machine de guerre, une administration même, capable non seulement de tenir tête à un empire, mais aussi de créer un nouvel État? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Parce que la clé, en fait, elle n'est pas que dans la rébellion, elle est dans l'organisation. C'est cette structure qui a été la véritable arme secrète du FLN. Alors voyons comment elle a été bâtie pas à pas. Tout commence avec une étincelle, l'étincelle de l'insurrection, la fameuse Toussaint Rouge du 1er novembre 1954. Il faut savoir que le FLN est né d'une fracture. Le grand parti nationaliste de l'époque, le PPA-MTLD, était complètement paralysé par des guerres de chefs. Pour un groupe de militants plus radicaux, c'en était trop. Fini les débats, il fallait passer à l'action directe, et vite. Mais attention, ce soulèvement n'est pas du tout improvisé. Les bases, elles, sont posées bien avant, dès 1947, avec une branche paramilitaire secrète, l'OS. Alors forcément, quand le parti politique implose en 1954, ce sont ses anciens membres déjà formés au combat qui reprennent les choses en main. Et le 1er novembre, l'insurrection est lancée. Bon, il ne faut pas imaginer une armée immense qui déferle sur le pays. Le succès de départ du FLN, il repose avant tout sur la surprise, pas sur la force brute. La rébellion est même très inégale. Elle est solide dans les bastions montagneux, comme les Aurès et la Kabylie, mais ailleurs, elle est très faible. Les quelques cellules sont d'ailleurs très vite démantelées. Alors, la question c'est, comment cette petite flamme, au départ si fragile, a-t-elle réussi à se propager pour embraser tout le pays? C'est la deuxième étape et elle est cruciale. C'est comme ça que l'armée française décrivait la progression du FLN. L'expression est brutale, c'est sûr, mais elle dit quelque chose d'essentiel. Il ne s'agissait pas de grandes batailles rangées, mais plutôt d'une infiltration méthodique, village par village, où le FLN implante son organisation politico-militaire. C'est comme une toile d'araignée qui se tisse, de plus en plus dense à travers tout le pays. Et là arrive un point de bascule. Cette date, le 20 août 1955, change tout. Dans le nord constantinois, une insurrection menée par le FLN dégénère en massacres qui sont suivis par des représailles terribles. Ce cycle de violence crée une fracture irréparable. Pour beaucoup d'Algériens, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et les rangs de l'insurrection grossissent massivement. Le résultat est juste spectaculaire. En à peine 2 ans, le FLN a réussi à s'implanter dans presque chaque village. L'Algérie est littéralement quadrillée, encadrée par cette nouvelle organisation qui étend son emprise sur la quasi-totalité du territoire. Évidemment, cette expansion fulgurante n'aurait jamais pu arriver sans une véritable colonne vertébrale, une structure organisationnelle extrêmement bien pensée. Et c'est là qu'on touche au cœur du génie stratégique du FLN. Le moment clé, c'est le congrès de la Soumam, en août 1956. Là, le FLN change complètement de dimension. Il ne s'agit plus seulement de se battre, mais de gouverner. L'objectif devient de structurer le pays pour un contrôle total. L'idée centrale, le concept clé, c'est la wilaya. Alors, une wilaya, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste une zone militaire, c'est une véritable province avec un chef qui gère à la fois les opérations guérilla et toute l'administration de la population. Cette division en 6 wilayas va transformer la rébellion en une véritable structure d'État. Chaque province est assez autonome et pour s'adapter à la réalité du terrain, mais toutes suivent un modèle standardisé. C'est ce qui permet de gérer très efficacement les combattants et la population. Et cette hiérarchie, elle est d'une précision assez impressionnante. Elle descend du niveau de la province, la wilaya, jusqu'à la plus petite unité, le village, le douar. À chaque échelon, il y a des comités qui s'occupent de tout. Le militaire, le politique, le renseignement et même la justice ou la collecte des impôts. C'est un véritable contre-État qui se met en place. Mais l'erreur serait de penser que la guerre se joue uniquement dans les maquis algériens. Le FLN a très vite compris qu'il fallait se battre sur plusieurs fronts en même temps pour avoir une chance de gagner. Le premier front, bien sûr, ça reste l'Algérie. Mais même là, la situation est loin d'être homogène. Les bastions historiques de l'Est sont de loin les plus puissants. Et plus on va vers l'Ouest, plus la force militaire et politique du FLN diminue. Le deuxième front, et il est essentiel, c'est la France métropolitaine. Là-bas, le FLN mène une double bataille. D'abord une lutte sanglante contre son grand rival, le MNA, pour prendre le contrôle de la diaspora algérienne. Et ensuite, des attaques directes contre des cibles françaises. Cette organisation en France qu'on surnommait la 7e wilaya était d'une efficacité redoutable. Et pour cause, ce chiffre est fou. En 1961, cette 7e wilaya collectait tellement d'argent auprès des travailleurs immigrés qu'elle fournissait 80% du budget total du gouvernement provisoire du FLN. Autrement dit, le nerf de la guerre algérienne se trouvait en grande partie sur le sol français. C'était un front économique absolument vital. Et enfin, le troisième front, la diplomatie. Le gouvernement provisoire du FLN mène une intense guerre de l'ombre sur la scène internationale. L'objectif est simple, gagner des alliés
du monde arabe au bloc communiste, pour isoler diplomatiquement la France et donner une légitimité à sa cause. On le voit bien, cette organisation était bien plus qu'un simple organigramme militaire. C'est un héritage qui va bien au-delà de la guerre elle-même. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que la signature d'un cessez-le-feu met vraiment fin à une guerre? Les structures de pouvoir, elles, ne disparaissent pas avec le dernier coup de feu. Au contraire, elles peuvent survivre et façonner l'avenir pendant des décennies. Et c'est là que réside toute la clé de cette histoire. L'arme secrète du FLN, ce n'était ni les fusils, ni les bombes, mais bien cette organisation totale, pyramidale et incroyablement sophistiquée. Une structure si puissante qu'elle a non seulement permis de gagner la guerre, mais elle est devenue l'ossature même du nouvel État algérien.